Chers élèves, on se retrouve également ici pour la continuité ou la continuation de notre cours sur la démocratie. On est à la 3e séance pour vous montrer que c'est un cours éminemment important. Et je crois, la dernière fois, on était sur l'historique. Et lorsque nous avons remonté la pente de l'histoire, nous avons situé la démocratie au niveau de la cité athénienne et que c'était au temps de l'aristocrate Périclès, au 6e siècle avant Jésus-Christ, que la cité grecque s'est démocratisée. Bien avant lui, il y avait Solon qui était un aristocrate et Crypopras aussi qui ont essayé de poser les jalons d'un régime démocratique. Mais au temps de Périclès, c'est qu'il a accepté qu'il y ait ce qu'on appelle ici l'isonomie. L'isonomie, c'est-à-dire le droit de citoyenneté à tous les Athéniens, puisque pour être citoyen athénien à l'époque, il fallait être de père et de mère athéniens. Il fallait avoir fait son éphébie, son service militaire de 2 ans à l'âge de 18 ans. Il fallait être inscrit dans un registre de ton dème, c'est-à-dire un quartier d'Athènes. Et donc, il y avait tout ce facteur. Et là-bas, tout le monde n'était pas électeur, puisque les femmes n'étaient pas des électeurs, et les esclaves non plus. Les étrangers qu'on appelait les métèques également ne votaient pas. Ils pouvaient voter que lorsque pendant la guerre, et qu'ils parvenaient à poser un acte de bravoure qui sauvait Athènes, et en cela on pouvait leur donner le statut de citoyen, et en cela ils pouvaient être des votants. Et donc l'isonomie, c'était le statut social accordé à tous les citoyens de Grecs et athéniens, j'allais dire. Et il y avait également l'iségouria, qui est le droit à une égalité de parole, la liberté de parole lorsque ils étaient à l'ecclésia, l'assemblée du peuple qui se tenait sur la colline de Pnyx ou à l'Agora, et que lorsqu'un citoyen demandait à parler, qu'il ait droit à la parole. Donc la démocratie commençait là, et chaque fois il se retrouvait sur la colline de Pnyx, et là-bas chacun avait droit à la parole pour décider si Athènes devrait aller en guerre ou pas. Donc la décision d'aller en guerre ou pas était décidée généralement à l'assemblée qu'on appelait l'ecclésia. Et donc, dans la cité romaine également, et tant d'autres cités, il y avait cet esprit de démocratisation. Nous sommes également venus à la théorie cyclique des régimes de Platon, qui a parlé de la cité idéale dans son œuvre qu'on appelle la République, où il dit que les hommes ont commencé d'abord par l'aristocratie. De l'aristocratie, on s'est retrouvé dans la timocratie, c'est-à-dire que le régime des meilleurs, qui est l'aristocratie, par le sang, par l'origine sociale. On est venu au régime des militaires, des soldats, qui est la timarchie ou la timocratie. On a quitté là-bas également, on est venu dans ce qu'on appelle ici l'oligarchie, qui est le pouvoir des riches qui ont exploité les pauvres. Et les pauvres, se sentant beaucoup plus exploités, c'est-à-dire le bas peuple, se sont accaparés du pouvoir. C'est dans cela on est parti dans la démocratie. Et arrivé dans la démocratie, tellement que le peuple avait la haine viscérale de se venger contre les riches du pouvoir oligarchique, alors on fait du n'importe quoi. Et ce désordre politique installé dans la cité, alors on a assisté à l'instauration d'un régime dictatorial qu'on appelle la tyrannie, où un seul dirigeait contre la volonté de la majorité. Et cela étant comme le seul qui dirigeait contre la volonté de la majorité, alors le peuple a eu la nostalgie de l'aristocratie. Et donc on a retourné, on s'est retrouvé dans l'aristocratie une fois de plus. Donc voilà comment il explique la théorie cyclique des régimes politiques, c'est-à-dire l'aristocratie, après la timocratie, l'oligarchie, la démocratie, la tyrannie. Après on s'est retrouvé dans l'aristocratie, c'est-à-dire on est parti de l'aristocratie, on est revenu à l'aristocratie. Et donc également, nous avons parlé de la Révolution française de 1789, dans laquelle les philosophes des Lumières ont joué un rôle important. On a cité également Montesquieu, qui dans son œuvre L'Esprit des lois a été clair en disant ceci: il est d'une expérience éternelle que tout homme, une fois au pouvoir,
est poussé à en abuser. Et il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Et pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faudrait que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc à partir de là, il a déjà jeté les jalons du principe sacro-saint de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. On a également parlé du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, là où il dit « le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir ». C'est-à-dire le fort, ce n'est pas celui-là qui agit par ses muscles, mais c'est celui-là qui agit par la force des lois. Et donc ça veut dire chacun doit être soumis à l'autorité de la loi, car nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. Dura lex, c'est lex. On a également parlé de Jean-Marie Aouet, dit Voltaire, dans son œuvre L'optimisme, Candide ou l'optimisme, là où il dit je déteste vos idées, mais je suis prêt à mourir pour votre droit de les exprimer. Je déteste votre parti politique, je déteste vos opinions, je déteste vos religions, je déteste vos communautés, mais je reconnais en vous le droit d'appartenir à un parti politique, à une religion, à une communauté qui soit différente de ma communauté. Donc c'est le pluralisme d'opinion, le droit à l'expression, à la croyance religieuse, etc. etc. C'est l'un des socles existentialistes de la des socles existentiels, s'il faut dire ici, de la démocratie. On a également parlé de Denis Diderot, qui dans l'encyclopédie a donné une expression très très poignante qui augure l'esprit démocratique, lorsqu'il dit « Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel. La seule puissance que la nature a octroyée à l'homme, c'est la puissance paternelle, c'est-à-dire le pouvoir paternel, le pouvoir qu'un père de famille a sur ses enfants, et que ce pouvoir-là a une limite à partir du moment où les enfants seront capables eux-mêmes de se prendre en charge. » Et dit alors que tout autre pouvoir en dehors du pouvoir paternel a deux origines. La première, c'est l'usurpation du pouvoir, c'est-à-dire la confiscation du pouvoir par une poignée de personnes numériquement minoritaires détenant le levier de commande politique et imposant sa volonté à la majorité du peuple dominé, exploité, asservi arbitrairement. Et donc, ici, on parle de coup d'État, on parle de la rébellion, on parle de l'insurrection armée, de l'insurrection populaire. Et donc, l'autre origine, c'est le consentement populaire. Celui qui peut être au pouvoir, il faut être investi de la confiance populaire. Ça ramène à la démocratie. On a également parlé de la déclaration d'indépendance des USA de 1776, puisque les États-Unis, on l'a dit, ont été une colonie britannique, ont subi toutes les conséquences négatives de la colonisation. Donc c'était un peuple épris de justice, d'égalité, de paix. Et donc c'est pourquoi les États-Unis sont peu à peu aujourd'hui le pays de la liberté. Donc et la liberté, c'est le socle de la démocratie. Donc dans la charte, dans la déclaration d'indépendance des États-Unis, il y a également des principes démocratiques qui sont évoqués, d'égalité, de fraternité, de justice sociale. Donc tout cela montre à suffisance que la démocratie peut avoir des origines différentes. Et par la suite, on va aujourd'hui maintenant, par rapport à la continuité de ce cours, vous parler des mérites et des faiblesses de la démocratie. Puisque nous l'avons dit, contrairement à d'autres régimes, et on va le dire, contrairement à la monocratie, qui est un régime politique dans lequel tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule personne et que la volonté de cette personne est considérée comme étant l'expression de la volonté populaire, contrairement à l'oligarchie, à l'aristocratie, qui sont des régimes politiques dans lesquels le pouvoir est confisqué par une poignée de personnes numériquement minoritaires. La démocratie, quant à elle, est un régime politique dans lequel le peuple exerce librement sa souveraineté par l'intermédiaire de ses représentants élus. Donc, ce qui veut dire que dans un régime démocratique, la souveraineté appartient au peuple qui peut l'exercer directement. Là, on parle de démocratie directe, ou qui peut l'exercer indirectement. Et là, on parle de démocratie indirecte. Et donc, dans ce sens-là, la démocratie a beaucoup d'importance, a beaucoup de mérites,
qu'il va falloir dégager ici. Et au-delà de la souveraineté que le peuple détient, vous savez qu'en démocratie, on va parler de l'état de droit. Et puisque lorsqu'on parle de l'état de droit, on va dire ici que l'état de droit est un état dans lequel les citoyens acceptent de reconnaître, les citoyens acceptent de reconnaître le droit comme le seul mode de règlement des différends qui naissent d'une part entre eux et d'autre part eux et l'État. C'est très fondamental. L'État, ça veut dire que l'un des premiers mérites de la démocratie, c'est l'État de droit. Et là, on dit, l'État de droit, c'est un État dans lequel les citoyens acceptent de reconnaître le droit comme le seul mode de règlement des différends qui naissent d'une part entre eux et d'autre part eux et l'État. Donc ça devient un facteur très essentiel s'il faut expliquer l'état de droit. Et au-delà de cela, on peut également dire que l'état de droit est un état dans lequel la personne humaine, au-delà de ses spécificités religieuses, raciales, ethniques, communautaires, sociales, est considérée comme une valeur digne d'être respectée et protégée. Ce qui supposerait que la personne humaine dans un état de droit est une valeur. Un état de droit est un état qui est soumis à l'empire de la loi. Un état de droit est un état qui est soumis à la loi, au droit, à la justice, etc., etc. Donc, ce facteur montre que dans un état de droit, il ne revient pas aux citoyens de se faire justice. Le citoyen doit éviter la vengeance privée. Le citoyen doit éviter la justice privée. Le citoyen doit éviter la vindicte populaire. Puisque c'est ce qui nous a permis de quitter l'état de nature. Parce que dans l'état de nature, cet état de nature, j'allais dire, était caractérisé par la barbarie, l'animosité, la sauvagerie, l'instinct de conservation, la loi de la jungle, où la raison du plus fort était toujours la meilleure, avait raison celui qui est fort, était riche celui qui est fort, commandait aux autres celui qui est fort. Donc ici, c'était en quelque sorte la primauté de la force sur le droit. Donc là-bas, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de douane, il n'y avait pas de gendarmerie, il n'y avait rien. Les hommes étaient livrés à eux-mêmes, les hommes s'entretuaient, les hommes s'entre-déchiraient, au gré de leur passion délirante. Et donc, dans ce sens, alors, il fallait donner un quitus à l'homme en le transformant en un citoyen, et là, dans une cité. Et aussi, dans les régimes arbitraires, comme la monarchie absolue, qui incarnait le pouvoir absolu, puisque dans le pouvoir absolu, un pouvoir est dit absolu, lorsque tous les trois pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule personne et que la volonté de cette personne-là soit considérée comme étant l'expression de la volonté populaire. En amont, je vous parlais de Louis XIV, qui était considéré comme étant le roi soleil. Il brillait sur la France comme le soleil brille sur la terre. Et les citoyens, les Français n'étaient pas des citoyens, ils étaient des sujets de roi. Ils n'avaient qu'un seul droit, qui est d'ailleurs un devoir, le devoir d'obéir au roi. Et donc, en ce moment, Louis XIV qui a fait 72 ans de règne, qui avait une sérénité intellectuelle et qui imposait n'importe quoi à son peuple, disait ceci et dit, l'État c'est moi. Et au crépuscule de sa mort, il disait, voici que je vais mourir et laisser l'État. Et c'est dans ce sens qu'il a compris que la vie d'un homme varie de 0 à 100 ans et celui d'un peuple varie de 0 à l'infini. Les hommes passent, mais les États demeurent. Cela obéit au principe de continuité de l'État et de ses institutions. Donc, voilà qui montre que l'arbitraire était là. Les gens régnaient avec une main de fer. Le citoyen n'avait pas de droit, il n'avait pas de liberté, sinon qu'obéir aux desiderata de son maître, du roi, du monarque, du despote. C'était le régime de la peur, de la crainte du roi et du chef, puisqu'il était la justice, il était le gouvernement, il était l'Assemblée nationale. Il caporalisait tous les pouvoirs entre ses mains. Tous les pouvoirs étaient inféodés à l'exécutif, à l'effet de rendre le pouvoir du monarque très très efficace dans sa finalité, c'est-à-dire se maintenir éternellement au pouvoir. Donc, alors dans une démocratie, tel est le contraire. Les citoyens ont des droits, ils ont des devoirs, et dès lors que ces droits et des devoirs sont violés, le citoyen peut porter plainte contre un autre citoyen pour agression, pour dommage,
pour abus d'autorité, pour abus de confiance. Et si aussi le citoyen a affaire avec l'État, le citoyen peut porter plainte contre l'État devant les tribunaux compétents en la matière. Donc voilà qui montre que c'est un État de droit. Alors que dans la jungle, on ne pouvait pas porter plainte contre le fort. Dans les régimes arbitraires, on ne pouvait pas porter plainte contre le roi. Si tu portais plainte contre lui, il pouvait t'écraser comme on écrase une mouche. Donc, le deuxième point aussi qui est là, c'est de l'importance de la démocratie, c'est une garantie pour les droits et libertés des citoyens. Je crois qu'on a déjà expliqué, dans une démocratie, il y a les droits et libertés des citoyens qui en bénéficient. Et il y a également un rempart contre l'arbitraire et les abus du pouvoir. Donc quand on dit un rempart contre l'arbitraire et les abus du pouvoir, ça explique clairement tout ce qu'on vient de dire. Parce que là, ce n'est pas la volonté d'un homme qui est faite, mais c'est la volonté du peuple. Donc lorsque quelqu'un impose sa volonté sur la majorité, alors qu'il soit président de la République, il verra affaire avec la loi. Donc la démocratie suppose qu'on dirige l'État en fonction de la volonté du peuple et non pas de la volonté d'un contre la volonté de tous. Donc à partir de ce moment, la démocratie apporte de l'importance. Il y a également la soumission de l'État aux règles de droit. Et lorsqu'on parle de soumission de l'État aux règles de droit, ça veut dire que dans un État de droit, dans un État démocratique, l'État même est sujet de droit. Donc l'État est soumis à des obligations vis-à-vis des citoyens. Il a le devoir de les protéger, de défendre leurs droits, de leur apporter un meilleur cadre de vie, de contribuer à leur épanouissement, mais aussi de veiller sur leur sécurité. Parce que vous avez les fonctions régaliennes de l'État, qui se trouvent être la tranquillité publique, la sécurité publique, la morale publique, la salubrité publique, le respect des droits humains, qui sont des facteurs essentiels qui montrent que l'État, pour assurer ses fonctions régaliennes, se doit d'être en quelque sorte sujet de la loi, sujet du droit. Et suppose que le citoyen peut intenter une action en justice contre l'État, pour dommage par rapport à un préjudice subi, etc., etc. Donc ça veut dire qu'au même titre que l'État est un sujet de droit, au même titre qu'un citoyen qui est titulaire de droit est aussi débiteur d'obligations. Obligation de faire, obligation de ne pas faire, obligation de donner, obligation de respecter la loi. Au même titre que l'État, le citoyen aussi le fait. Parce qu'on dit que nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. Dura lex, sed lex. Ça veut dire que, à commencer par le président de la République jusqu'au dernier citoyen de Lagbara, de Yukunkun, de Saraboido, etc., etc., chacun est esclave de la loi, chacun est sujet de la loi. Lorsque un individu, un citoyen pose un acte de nature à poser un trouble intolérable à l'ordre public, lorsqu'un citoyen pose un acte de nature à causer des dommages et des préjudices moraux et matériels à l'endroit d'un autre citoyen, lorsque l'État pose des actes de nature à poser des préjudices et des dommages moraux et matériels à l'endroit d'un autre citoyen, l'État est dans l'obligation d'apporter une réparation. Ce citoyen aussi a l'obligation d'apporter une réparation. Même si cet homme est au pouvoir, si les lois lui permettent d'être fort, au-delà du pouvoir, il répondra de ses actes. En France, nous l'avons vu avec François Mitterrand, avec Jacques Chirac, avec François Hollande, avec Nicolas Sarkozy, qui sont tous passés devant les tribunaux pour répondre de leur gestion, ou bien des actes qu'ils ont posés qui ont été des dommages à l'endroit de certains citoyens lambda. Donc ça veut dire que du président de la République jusqu'au dernier citoyen dans un régime démocratique sont tous égaux devant la loi. Et donc, il y a également le principe sacro-saint de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Parce que nous venons de le dire que lorsque nous rappelons l'affirmation de Charles-Louis, le baron de Montesquieu et de la Brède, dans son œuvre L'Esprit des lois, publiée en 1748, il a indiqué clairement, il est d'une expérience éternelle que tout homme, une fois au pouvoir, est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Et pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faudrait que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.
Et lorsqu'il parle de pouvoir arrête le pouvoir, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait en quelque sorte la séparation, le respect du principe sacro-saint de la séparation. Il ne s'agit pas seulement d'une simple séparation, mais de l'équilibre des pouvoirs. C'est que dans un régime démocratique, l'Assemblée nationale a charge de voter les lois, les budgets et de contrôler l'action du gouvernement. Là, dans certains régimes, il n'y a que dans les régimes parlementaires, par exemple, l'Assemblée nationale peut faire appel au Premier ministre pour qu'il vienne s'expliquer par rapport à une gestion, peut faire appel à un ministre pour lui demander des explications sur une mauvaise gestion. C'est dans un régime démocratique qu'on peut le faire. Et le président de la République également peut dissoudre l'Assemblée nationale ou le Premier ministre selon les régimes et selon les constitutions en vigueur dans les différents États. Et également, la Cour constitutionnelle ou l'Assemblée nationale sont des instances juridiques qui peuvent aussi demander des comptes aux gouvernants, qui peuvent les juger, etc., etc. Donc ça veut dire que dans un régime démocratique, personne n'est au-dessus de la loi. Donc la séparation des pouvoirs permet, et on va le voir tout de suite là, de nous amener à ce qu'on va appeler ici le principe de l'indépendance de la magistrature. Parce que lorsqu'on parle du principe de l'indépendance de la magistrature, c'est qu'on veut dire il y a des règles qui résident sur le principe d'inamovibilité des juges. Parce que dans certains pays, pour permettre aux juges d'être libres dans leurs mouvements et dans leurs décisions, ils sont inamovibles. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont même élus à vie. Comme le président de la Cour suprême des États-Unis, il est nommé à vie. Dès qu'il est nommé, jusqu'à sa mort, il reste président de la Cour constitutionnelle. Il y a l'inamovibilité des juges, qu'on ne peut pas les muter parce qu'ils ont rendu des décisions de justice en défaveur du gouvernement. Il y en a également qui montrent à suffisance qu'il y a des organes judiciaires qui sont aussi mis en place pour faire en sorte que l'appareil judiciaire ne soit pas inféodé à l'exécutif dans ses prises de décision. Donc, et si il y a l'indépendance de la justice dans un État, ça favorise un climat à l'investissement. Le climat va être favorable à l'investissement des capitaux étrangers. Des gens peuvent venir investir dans le pays. Mais lorsque la justice est inféodée à l'exécutif, un investisseur qui vient investir et qu'il a des démêlés judiciaires avec l'État et que le juge qui a été nommé par un président de la République est appelé à statuer sur la question, ça veut dire que le juge ne fera que donner raison au président de la République ou à l'État, au risque de se voir enlevé par décret le soir dans le journal télévisé. Donc, mais s'il y a l'indépendance, s'il y a l'inamovibilité des juges, s'il n'y a pas d'immixtion de l'exécutif dans les affaires judiciaires, ça permet une certaine transparence dans les décisions de justice et ça prouve aussi que la justice, qui est le gardien des droits, des libertés et des lois, pourra conséquemment jouer son rôle. On a vu le cas avec Bill Gates, comme on appelle ça, Bill Clinton, qui a été en quelque sorte appelé dans l'affaire de sa secrétaire particulière, Monica Lewinsky, qui l'a accusé de viol et de harcèlement. En plein exercice de son pouvoir, il était obligé de répondre devant un procureur indépendant, à l'époque on appelait Kenneth Starr, et qu'il a répondu. Donc voilà qui montre que l'indépendance de la justice ne met personne à l'abri d'un jugement au niveau de nos tribunaux. Et donc, vous avez également l'alternance au pouvoir. Parce que lorsqu'on parle d'alternance au pouvoir, ça veut dire que dans un régime démocratique, souvent les mandats sont limités et celui qui vient fait le nombre de mandats, la durée du mandat est connue et il quitte le pouvoir. Et également, vous avez la stabilité politique. Parce que lorsqu'il y a la démocratie dans un État, on évite souvent les guerres, les rébellions, les coups d'État, qui sont des situations politiques de rupture de la stabilité politique. Donc ici, il y a la stabilité de l'ordre constitutionnel dans une démocratie. La démocratie, dans ce sens-là, est caractérisée par la stabilité de l'ordre constitutionnel. Parce que la démocratie n'est pas un régime où il n'y a pas de conflit, mais les conflits dans les démocraties ne sont pas des conflits armés avec des armes. Les conflits dans les démocraties sont des conflits d'idées, de position d'idées, et ces conflits d'idées se passent dans un espace démocratique bien déterminé, comme l'Assemblée nationale, comme dans les médias, où des émissions interactives reçoivent des politiciens ou des administrateurs de bords différents qui viennent discuter avec des opinions contraires.
Donc, la démocratie n'est pas un régime politique où il n'y a pas de conflit, mais un régime politique où les conflits sont ouverts, mais qui sont résolus par la voie du dialogue, du compromis, de l'acceptation et de la tolérance. Donc, ce qui se fait par les armes dans les autres régimes, par la force dans les autres régimes, dans la démocratie, on essaie de résoudre les problèmes par le dialogue, par la compromission, par le compromis, par l'acceptation, etc., etc. C'est d'ailleurs une importance capitale de la démocratie. Le débat doit quitter la rue pour venir au Parlement. Donc, il y a la participation citoyenne, parce que dans une démocratie, la participation citoyenne, dans une démocratie, chaque citoyen est capable d'intervenir dans le développement de sa nation en créant une ONG. La liberté d'entreprendre est consacrée au niveau de la démocratie. Chacun peut être là pour entreprendre des ONG, des projets qu'on développe. L'État ne joue que le rôle des gendarmes, de contrôle des activités, mais l'État n'est pas interventionniste dans la démocratie. L'État est là pour avoir un pouvoir de contrôle sur les entreprises privées. Donc c'est un avantage. Et c'est pourquoi un président américain l'a dit, au lieu de te demander qu'est-ce que ton État fait pour toi, demande-toi qu'est-ce que toi-même tu fais pour ton État. Ça c'est la participation citoyenne. Et dans la démocratie, il y a le pluralisme politique et syndical. Lorsqu'on parle de pluralisme politique et syndical, c'est que dans la démocratie, il y a le multipartisme intégral. La Guinée aujourd'hui a plus de 100 et quelques partis politiques. Et au temps du régime de Sékou Touré, c'était un seul parti, c'était le PDG-RDA. Donc c'est une avancée significative pour dire que dans une démocratie, chaque citoyen qui répond aux conditions d'éligibilité peut se porter comme candidat à la magistrature suprême aux élections locales et aux élections nationales. Donc ça veut dire que ce n'est pas le monopartisme qui est indiqué, mais c'est le multipartisme qui est consacré. Et par rapport à la constitution du 7 mai 2010, c'est indiqué clairement là-bas, la forme, dans l'article 154, la forme républicaine de l'État, l'unicité de l'État, la laïcité de l'État, le respect des droits de l'homme, comment on appelle ça, le respect des principes sacro-saints de la séparation des pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, etc., etc. Voilà que c'est consacré dans la loi. Chacun peut créer son syndicat, chacun peut créer son parti politique, chacun peut créer sa plateforme de la société civile. Ça envisage la démocratie. Donc voilà les mérites de la démocratie. Mais comme tout être humain ou toute entité ou toute institution, on peut avoir des mérites, mais aussi on peut avoir des faiblesses. Et les faiblesses, au niveau de la démocratie, nous avons la tyrannie de la majorité. Et lorsqu'on parle de la tyrannie de la majorité, c'est qu'ici, on veut parler de la dictature de la majorité. Parce qu'en démocratie, souvent, ça peut être une démocratie, une majorité négative. Vous pouvez voir dans une assemblée, dans un parlement par exemple, un projet de loi est là et c'est un projet liberticide, c'est un projet qui n'est pas en faveur du peuple. Mais si un parti au pouvoir a la majorité à l'Assemblée nationale et veut faire passer cette loi liberticide qui va museler les libertés et les droits des citoyens, même s'il y a une minorité dans le Parlement qui a un autre projet de loi plus constructif, plus que le projet de loi du parti majoritaire, vous allez voir que la majorité va voter pour la loi liberticide qui n'avantage pas le peuple au détriment de la loi qui avantage le peuple, mais défendue par une minorité. Donc, ça veut dire que la majorité n'a pas toujours raison. Donc, c'est l'une des faiblesses de la démocratie. Et en démocratie, il y a ensuite excès de liberté. Parce que la démocratie est le seul régime où chacun croit avoir le droit de clamer haut et fort qu'il n'est pas libre, qu'il est harcelé, qu'il est ceci, cela. Donc, à force de tenir trop de propos, alors on va vers des propos liberticides. Donc, on risque de retourner vers le libertinage. Il y a également l'émergence d'une oligarchie politique. Et lorsqu'on dit qu'il y a l'émergence d'une oligarchie politique, c'est que c'est une minorité qui parle au nom de la majorité. Parce qu'on va dire que oui, on parle au nom du peuple, mais on n'agit pas au compte du peuple. Mais dans les discours politiques, c'est le peuple qui est cité. Chacun parle du peuple, mais qui est ce peuple? Ce peuple est virtuel. Ce peuple n'existe que dans le langage. Mais au-delà de ça, de l'expression peuple, on fait passer des intérêts individuels, individualistes, égoïstes, à l'effet de maintenir le pouvoir ou de conquérir le pouvoir. Donc, à partir de ce moment, ça devient compliqué pour le peuple. Et vous avez également le culte de la médiocrité politique.
Et lorsqu'on parle du culte de la médiocrité politique, c'est qu'en démocratie, tout le monde peut venir au pouvoir. Il suffit que vous soyez acclamé par un parti majoritaire, même si vous êtes vendeur de drogue, vous êtes ceci, cela, si la majorité vote pour vous, vous devenez président. Alors que dans les autres régimes comme l'aristocratie, c'est le régime des meilleurs. C'est pourquoi Platon a préféré l'aristocratie à la démocratie, parce qu'il a vu que c'est un régime où ce sont les meilleurs qui gouvernent, en vertu morale, en intelligence, en richesse et en origine sociale. Étant donné qu'en démocratie, il suffit que quelqu'un ait de l'argent, il vient soudoyer le peuple, puisqu'il y a un penseur qui a dit que la démocratie est un régime dans lequel on a besoin de l'argent des riches et du vote des pauvres pour accéder au pouvoir. Donc l'argent des riches, quiconque a l'argent peut venir soudoyer, faire procéder à l'achat de conscience et accéder au pouvoir, même s'il n'a pas une moralité, il n'a pas une probité vraiment acceptable, mais du fait de sa richesse, du fait qu'il appartient à une communauté majoritaire, il peut être au pouvoir. Donc il y a également l'affairisme des dirigeants. Parce que dans un régime démocratique, généralement, ceux qui viennent au pouvoir sont financés par les multinationales, les grandes sociétés minières, les grands consortiums qui financent les campagnes, qui financent les partis lorsqu'ils sont dans l'opposition. Mais lorsque ces hommes politiques-là accèdent au pouvoir, la première des choses, c'est d'abord rembourser les dettes qu'ils ont contractées. Et pour rembourser les dettes qu'ils ont contractées, ils procèdent à la signature de contrats gré à gré qui violent les procédures de passation de marché dans les pays démocratiques. Et donc, c'est parce qu'il faut impérativement procéder à cet affairisme pour pouvoir contenter ceux qui ont soutenu financièrement le parti avant d'accéder au pouvoir et en même temps maintenir l'équilibre du pouvoir pour ne pas que ces gens-là financent d'autres partis politiques à l'effet de déstabiliser son pouvoir. Donc il y a cela. Donc voilà en quelque sorte l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Donc dans ça, on va donner quelques citations sur lesquelles vous allez réfléchir à la maison. Il dit, Albert Camus lui dit, la démocratie n'est pas la voix de la majorité, mais la protection de la minorité. Il y a également Rousseau qui dit, il n'y a pas de représentants, on va bien écrire ici, de représentants en face des représentés. C'est-à-dire que les représentants, ce sont les mandataires du peuple, les députés, les représentés c'est le peuple. Si le peuple est présent, pourquoi avoir présent des représentants? Donc Rousseau parlait de la démocratie directe, il préfère la démocratie directe. Parce que ceux qui sont censés être les représentants du peuple sont plus riches que le peuple. Donc eux, ils vivent dans des tours de Babel, le peuple est en train de tirer le diable par la queue. Donc c'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas de représentants en face des représentés. Il y a également Platon qui dit que la démocratie est le plus bon gouvernement des mauvais dirigeants. C'est-à-dire, c'est ce que je disais ici, c'est le culte de la médiocrité. Puisque la démocratie, n'importe qui peut venir. Un analphabète peut accéder au pouvoir. Un narcotrafiquant peut accéder au pouvoir. Un criminel de grand chemin peut accéder au pouvoir. Donc c'est pourquoi il dit ici que la démocratie est le plus bon gouvernement des mauvais dirigeants. Et le plus mauvais gouvernement des bons dirigeants. C'est-à-dire que le plus mauvais gouvernement, ça veut dire que en réalité, ceux qui viennent au pouvoir ne sont pas là pour faire la volonté du peuple, mais ils sont là pour faire la volonté de leur électorat, de leurs militants qui ont voté pour eux. Qu'ils fassent bien ou qu'ils fassent mauvais, en tout cas, ceux qui ont voté pour eux, leurs militants vont les applaudir. Donc voilà succinctement ce qu'il fallait retenir de ce cours de la démocratie. Et je crois que à la prochaine fois, nous allons voir un cours sur la morale. Je vous remercie et prenez soin de vous, car chaque jour est une vie.